Donc, on passe directement au thème suivant. Ça sera la prise en charge de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, présentée par le professeur Rafi Mohamed, professeur de l'enseignement supérieur à la faculté de médecine de Casablanca, président de la Société marocaine de chirurgie orthopédique et traumatologique, et ainsi que membre de l'association des enseignants de la faculté de médecine, prise en charge médicale et chirurgicale des gonarthroses. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci pour la chasse et merci au docteur Nabi pour ces journées qui sont très intéressantes sur le plan contenu, sur le plan de diversité et qui servent à faire une mise au point sur des sujets de pratique et des sujets souvent qu'elle choisit dans le programme, et je la félicite. Des sujets toujours d'actualité, des sujets de chaque jour, il faut se poser des questions. Pour sortir de l'évidence, pour sortir de l'habitude, il faut se poser des questions. Donc je vous félicite, Madame Nabi, et je remercie encore une fois la chasse pour me confier ce sujet que je trouve un sujet pertinent sur le plan dans notre pratique quotidienne, et également un sujet pertinent parce que c'est un sujet qui subit des modifications, un progrès ou des changements dans aussi bien le diagnostic et le traitement, et ainsi dans l'évolution. Alors, on va parler d'un sujet vague. Comme vous voyez dans le sujet, c'est les tendinopathies. Déjà pluriel, hépatie, ça veut dire pathologie, donc c'est un peu vaste. Et également, dans le sujet, il y a un deuxième terme, c'est la coiffe du rotateur, cet appareil de l'épaule qui a posé beaucoup de problèmes, aussi bien pour les anatomistes, et aussi pour les pratiquants qui sommes nous, qui mettons l'anatomie à la pratique. Bien, alors, de quoi parle-t-on? D'une pathologie très fréquente dans la pratique chez le généraliste, aussi bien donc le spécialiste. Et le problème, c'est qu'il est multifactoriel. C'est ça ce qui va nous poser ou va nous rendre un petit peu sa prise en charge difficile. Donc, on a un problème de diagnostic, par conséquent, un problème thérapeutique, et par conséquent, par un problème pronostic. On va avoir des problèmes d'échec, des problèmes de récidive, des malades. On va voir les particularités pour chaque pathologie. Eh bien, devant ces questionnements, devant ces questions, l'apport du progrès ou l'apport du progrès technologique et scientifique, est-ce qu'il a répondu à ces trois questions? Eh bien, oui, mais ça reste toujours beaucoup de questions à se poser. Voilà, de quoi parle-t-on? Sur le plan anatomique, c'est un ensemble, un appareil, un complexe musculo-tendineux. Vous voyez que, alors, musculo-tendineux et qui va se diriger vers la tête de l'humérus. Vous voyez qu'elle est couverte. Et donc, cet appareil, je le dis d'emblée, il a deux rôles. D'abord, rôle de stabilité et rôle de mobilité. Donc, quand on va diagnostiquer ou voir le malade, eh bien, il faut le voir dans les deux directions. Est-ce que c'est une épaule stable et est-ce que c'est une épaule fonctionnelle? D'accord? Donc, vous avez, alors si on voit de postérieur et d'antérieur, dans la gauche c'est postérieur, à droite c'est antérieur, et donc vous avez deux grands muscles qui sont un antérieur, qui est vous connaissez très bien, c'est le sous-scapulaire ou le subscapularis, et en arrière vous avez un muscle sous-épineux et qui est presque un petit peu homogènes. Il y a deux muscles, mais qui sont un peu homogènes, ils sont un peu, si vous voulez, unis. C'est l'infraspinatus et le teres minor, c'est-à-dire le sous-épineux
et le petit rang. Bon, il y a la terminologie qui change. Alors, ces deux muscles, c'est comme on embrasse quelqu'un, l'antérieur, l'autre postérieur, et ils sont médiatisés, ou ils sont coiffés par un muscle supérieur, le sus-épineux, et ce sus-épineux vient au centre ou au-dessus de la tête. Et on va voir que tout le problème, c'est le problème de ce petit muscle-là, le sus-épineux. Tout le problème vient de ce sus-épineux, tout simplement parce que lui, c'est le centre de l'activité de l'épaule. Lui, il va constituer l'axe avec sa force, avec sa insertion, il va constituer l'axe de rotation et l'axe d'abduction. Lui, qu'est-ce qu'il fait dans l'abduction? Dans l'abduction, il prépare le terrain pour le deltoïde. S'il ne prépare pas le terrain pour le deltoïde, on n'aura pas d'abduction. Et en même temps, il va préparer le terrain pour les rotations. Rotation interne et rotation externe. Et donc, ça, c'est les deux fonctions de l'épaule les plus importantes. Voilà, donc, si on voit ces turbulences, vous voyez les flèches, c'est des turbulences. Si on a un déséquilibre qui s'installe, eh bien, il va perturber toute la fonction de l'épaule. Donc, le déséquilibre commence, on va le voir dans l'anatomopathologie, dans le sus-épineux et on va voir pourquoi. Voilà, sur le plan biomécanique ou physiologie, déjà on l'a démarré. Vous voyez, il y a ces muscles, elles travaillent dans un carrefour, dans un tunnel. C'est un tunnel acromio-claviculo-coracoïdien huméral ou huméro-coracoïdio-acromio-claviculo. Donc c'est un trou, vous voyez, c'est un trou et sur lequel donc les muscles, le sus-épineux, le petit rond et le sous-scapulaire en avant, et ils travaillent, ils coiffent la tête et ils travaillent dans ce trou-là, où également elle va participer à l'installation des problèmes. Deuxième chose qui est importante, c'est cette bourse en bleu. Ça, c'est très importante, aussi bien dans la fonction de l'épaule, et vous vous rappelez, on l'appelle fausse articulation de l'épaule, puisque l'épaule est constituée de 5 articulations, 3 vraies, bon ça c'est des appellations vraies et faux, mais c'est un espace de glissement. Un espace de glissement, et il est très important pour la fonction, vous voyez, pour la fonction surtout du sus-épineux. Donc, ce sus-épineux, il doit travailler dans cet espace de glissement pour faire son travail. Et on va voir que l'atteinte de cette bourse va retentir sur le sus-épineux dans la fonction. Voilà comment... Ah, merci. Ça, bon, alors ici, en avant. En haut. Très bien. Parfait. Merci. Alors, vous voyez, dans la physiopathologie, ce que nous devons comprendre, nous, médecins, pour faire le diagnostic, il faut, parce que pour communiquer avec le malade, c'est qu'il faut comprendre la physiopathologie. Sinon, on ne peut pas communiquer avec le malade. On ne peut pas expliquer au malade qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, et comme ça, le malade va adhérer à notre protocole ou à notre stratégie. Alors, retenez seulement, il y a 2 théories. Ce sont des théories dans la lésion de la coiffe du rotateur. Il y a la théorie vasculaire et la théorie conflictuelle. Et les deux se complètent, ils ne sont pas opposés. Alors, déjà, dans l'insertion terminale des muscles, il y a une hypovascularisation. Alors, hypovascularisation d'abord anatomique, parce que le tendon se nourrit du muscle, et donc, plus on est loin du muscle, plus la vascularisation diminue. D'accord? Donc, si on revient un petit peu en avant pour voir, voilà, donc ici, donc dans la terminaison ici, vous avez une hypovascularisation à ce niveau-là. Donc, vous avez l'hypovascularisation. Voilà, l'hypovascularisation. Et cette hypovascularisation va s'aggraver quand ce carrefour, c'est-à-dire le canal, devient rétréci. Et ça vient le problème ou la théorie conflictuelle. On va voir, elle peut être rétrécie de différentes manières, ce carrefour-là qu'on a décrit,
Et donc, il faut faire attention à l'examen du malade, il faut faire attention à certains examens qu'on va voir tout à l'heure, qu'il faut demander des plus simples. Parfois, on fait le diagnostic par une radiographie simple, et donc on fait le diagnostic de la lésion de la coiffe. Alors, ces deux éléments-là, qu'est-ce qu'ils vont entraîner? Il y a la bourse, bon, on aura une bursite, soit par l'hypoxie, soit par le problème conflictuel. Puis cette bursite va se généraliser, elle va donner une tendinite, et la tendinite, ce n'est pas prise à temps, elle va se rompre. Donc voilà, tout simple, vous avez une succession en fonction du temps de l'évolution de la maladie. Voilà, donc sur le plan anatomopathologique, nous avons voir, vous voyez tout le temps, soit le malade dans les différentes situations anatomopathologiques, soit au début dans le cadre de bursite, et ça c'est le meilleur moment de traiter cette pathologie. Puis on peut le voir après dans les tendinites non calcifiantes, inflammation chronique, mais elle peut évoluer vers la calcification. Et ça, c'est un autre problème qui s'ajoute. Sinon, il va évoluer vers la rupture. Donc, c'est des stades évolutifs, anatomopathologiques, et donc il faut savoir les détecter, il faut savoir les chercher. Bien là, donc dans les tendinites finales ou les tendinites rompues, ça c'est la complication, si vous voulez, des tendinopathies, de tendinite, elles peuvent être partielles, comme ici, intratendineuses, superficielles ou inférieures, comme ils peuvent être totales. Donc, tout le tendon, ça y est, il n'y a plus de contact avec le... Cette tendinite également, il peut être ce qu'on appelle transfixion. C'est comme on a percé le tendon et ça laisse toujours cette douleur, cette inflammation au niveau du tendon. Comme, alors, il y a un autre qualificatif, c'est massive. On parle de tendinite simple, de tendinite massive ou simple. Massive, c'est quand on a l'association de plus de deux tendons. Donc, soit le sus-épineux avec l'infra-épineux, le sus-épineux avec le scapulaire, ou les trois, ou les quatre. Donc, vous avez, donc, massive, c'est quand on a une rupture avancée, une maladie qui est chronique, donc qui a longtemps duré. Alors, comment maintenant? Ça, c'est notre problème. C'est la base, mais le problème du médecin avec le malade, c'est de trouver de quoi s'agit-il, de répondre à la question de quoi s'agit-il. Alors, nous avons, avec ces éléments anatomopathologiques qu'on a vus, nous avons 3 tableaux. Il y a le plus fréquent, le plus débutant, le plus important sur lequel il faut agir, et précocement, c'est l'épaule douloureuse. Et ça, c'est la plupart des consultations des malades. On voit 2 malades, 3 malades par jour. Je ne sais pas, vous, au niveau généraliste, vous voyez beaucoup plus. Mais c'est l'épaule douloureuse. Donc, il faut faire attention à cette épaule douloureuse. Il faut la gérer. Il faut vraiment prendre le malade avec beaucoup de précision et de ne pas le laisser évoluer vers l'épaule pseudo-paralytique qui signe sur le plan anatomopathologique la rupture, ou bien vers l'épaule, l'autre tableau qui est le plus grave, l'épaule raide ou gelée. C'est un patient à cause de la douleur, à cause de la diminution de la force musculaire, eh bien, il va avoir une épaule pour diminuer la douleur, il va diminuer la mobilité. Et comme vous savez, l'épaule, c'est une articulation musculaire. Plus on ne travaille pas, plus l'épaule va devenir passive et va mourir. Donc voilà, le problème, 3 tableaux à retenir, 3 tableaux qu'on doit gérer. Le plus important, je vais le détailler, c'est la douleur. Alors la douleur, il faut vraiment chercher les éléments sémiologiques de la douleur et on peut prendre le chemin ou trouver le chemin facilement. Donc la douleur, elle est permanente parce que il y a le côté inflammatoire, on a dit le côté inflammatoire, mais il y a aussi le côté de la mobilité, donc mécanique. Cette douleur, elle irradie souvent vers le coude, et là, on peut l'expliquer pourquoi elle irradie vers le coude, parce que dans la coiffe, il y a la longue portion du biceps qui traverse l'articulation, et elle va traverser le feu, elle va traverser l'inflammation, et dès qu'on mobilise, eh bien, la douleur va descendre le long de la longue portion du biceps. La recrudescence la nuit, là on explique facilement, douleur de type
inflammatoire et relativement calmé par le repos. Bon, ça s'explique également sur le plan mécanique. On immobilise l'épaule, on va diminuer la douleur, mais il y a la douleur inflammatoire qui reste. Et elle augmente avec l'effort, l'élévation du bras, ça c'est la mobilisation, ou bien les rotations, ainsi de suite. Donc, elle augmente avec la mobilité. Alors, maintenant, on a décrit la douleur, il faut chercher l'origine de cette douleur. Est-ce que c'est la coiffe ou autre? On va voir. Il y a une grande liste de diagnostics différentiels qu'il faut le mettre à côté et sélectionner un par un, diagnostic par diagnostic. Alors, cette douleur, on va déshabiller le malade et on va voir si il y a amyotrophie de la fosse sous-épineuse. Ça témoigne de quoi? Ça témoigne de la chronicité. Même si le malade il vous dit 2 semaines que j'ai mal, 3 semaines que j'ai mal, si on voit qu'il y a l'amyotrophie postérieure, eh bien, ça remonte à plus de 2 mois. Alors, la mobilité de l'épaule, bon, il y a 2 types de mobilité qu'il faut chercher, c'est l'abduction. Et c'est le sous-épineux, c'est le premier qu'il faut tester, c'est le premier qu'il faut chercher. Puis par la suite, les rotations internes, le sous-scapulaire, la rotation externe, 2 types de rotation externe passive et la rotation externe 2 qui est active, simplement en mettant le bras au corps et on demande au patient de faire le mouvement. Ou bien, on le met en abduction, ça c'est l'actif, c'est 2, et on demande au patient de faire ce geste. C'est très simple d'arriver au diagnostic. Alors, le test, deuxièmement, le test des conflits. Et là, ça aussi, vous pouvez le chercher et vous pouvez mettre, c'est-à-dire donner à César ce qu'appartient à César. Chaque muscle, on peut savoir, rien que sur l'examen clinique, quel muscle est perforé ou quel muscle est rompu. Par exemple, le test. Alors, avant d'abord le test de rupture, il y a le test qu'on appelle de conflit. Ça, c'est le carrefour. Et le test de conflit, il est mis en évidence essentiellement par le test de Neer. Et ça, c'est très simple. On bloque l'omoplate et on fait l'abduction. Pourquoi? Parce qu'en faisant l'abduction, eh bien, on va augmenter le contact de la tête avec l'acromion. Et si on a une réduction de l'espace, si on a une lésion du sous-épineux ou du sous-épineux, eh bien, le malade va lâcher seulement, il va avoir mal rapidement. Donc, ça, c'est le conflit, c'est-à-dire il n'y a pas de mouvement, c'est général. Puis, les autres tests, mais le plus simple, c'est celui-là. Donc, il n'y a pas de... Alors, vous avez, deuxièmement, c'est de mettre pour chaque muscle comment on peut le faire sortir du tableau général. Vous avez le test de Job, par exemple, pour le supraspinatus. C'est très simple aussi. Mettant le pouce dans la pronation, c'est-à-dire en bas pour éliminer la supination du long du biceps, parce qu'il a un effet supinateur. Et on demande au patient de faire le mouvement contrarié. En appuyant sur le bras, lui, il fait l'abduction. Et à un certain moment, il va lâcher. Donc, en lâchant, c'est-à-dire que c'est le sous-épineux ou le supraspinatus qui est atteint, soit partiel, soit en fonction de la force du patient à mettre. Puis, il y a le test de patte, c'est pour l'infraspinatus. Très simple, la même chose, c'est la rotation active. Donc, en faisant, en demandant au patient de faire ce mouvement, on fait le mouvement contrarié et le malade va lâcher. Donc, il ne peut pas terminer la rotation externe. Pour le subscapularis, c'est de mettre la main dans le dos. On peut demander au patient passivement, mettez la main dans le dos et elle ne dépasse pas les fesses. Ça, c'est une rotation externe 0. Mais elle peut monter le pouce vers la pointe de la scapula. Mais c'est pas ça le test de Gerber. Le test de Gerber, c'est de demander au patient de mettre la main dans le dos et de la laisser décoller du rachis. Pourquoi? Parce que il faut contracter. Est-ce qu'on peut, le sous-scapulaire, est-ce qu'il travaille ou non? Donc, si le malade, sa main décollée du dos, ça, le sous-scapulaire est bien fonctionnel. S'il laisse tomber sa main sur le dos, c'est qu'il n'est pas fonctionnel. Ça, c'est des tests que vous pouvez faire, c'est très simple. C'est pour le testing de chaque muscle. La longue portion du biceps également, c'est partie de ce qu'on appelle le palm test. Donc, c'est la même chose dans la supination. Et on demande au patient de faire la flexion
contrariée. Donc, le malade peut ne pas la faire, c'est là une lésion du suscapulaire. Voilà, bon, à côté, donc on a vu un petit peu le local, mais à côté, il faut chercher bien sûr la cotation musculaire, ça rentre dans l'examen, mais à côté, il faut surtout éliminer une atteinte de l'articulation acromioclaviculaire. Parfois, le malade, il a une douleur de l'acromioclaviculaire, mais comme la douleur, elle est dans la région, eh bien, il va venir pour une douleur de l'épaule. Donc, éliminer, ça, on va le voir dans le diagnostic. Bien, sur le plan paraclinique, maintenant, cliniquement, on peut s'orienter vers ça, vers le... Et sur le plan paraclinique, je dirais toujours qu'une clinique bien précise, bien étudiée, avec radiographie simple, on est à 90% du diagnostic. On n'a pas besoin d'aller vers l'IRM, vers l'arthroscanner, malheureusement, actuellement, on voit beaucoup de malades avec l'IRM, douleur de l'épaule égale IRM. Non, douleur de l'épaule égale un chemin. Bon, c'est un chemin qui va mener le malade avec nous. C'est-à-dire qu'il faut prendre le malade et chaque jour, chaque semaine, je vais le voir, chaque semaine, je vais le voir, et chaque semaine, je vais demander chose. Bien, alors la radiographie, très simple, la radiographie de face, de profil, on peut demander, mais la radiographie, elle peut donner beaucoup d'informations. Un, sur le carrefour, c'est-à-dire l'acromion qui est en haut, et il va montrer le type de l'acromion. Vous avez un acromion plat type 1, 2, ça c'est tolérable, mais quand on est dans cet acromion-là, ou un acromion qui est type 4, eh bien, vous avez un carrefour qui est rétréci. Et donc, vous avez le tunnel, il est rétréci, et nos tendons, ils vont travailler dans un tunnel rétréci. C'est comme le syndrome du canal carpien pour le nerf. Oh, sciatique, le syndrome du canal, le syndrome du canal carpien, tous les syndromes canalaires. Et un rétrécissement du canal, vous avez la souffrance. Puis, deuxièmement, on va voir un élément indirect de la lésion, de la souffrance, c'est ce qu'on appelle la diminution de l'espace sous-acromial. Alors, cet espace-là, quand il y a défaillance du sus-épineux, eh bien, la tête va monter. Donc, défaillance. Deuxièmement, elle peut être par une exostose de l'acromion, sous-acromial ici. Donc, il y a réduction de l'espace sous-acromial. Deuxième élément, qu'on peut le voir sur la radiographie, et on peut suspecter une lésion de la coiffe. Deuxième élément indirect également, ça c'est très important, c'est la densification de la grosse tubérosité, le tubercule, c'est-à-dire le trochitaire. L'insertion du sus-épineux, elle souffre, inflammée, et bien l'os il varie. Et on va avoir une densification de trochitaire. Bien, ça c'est un peu spécialisé, l'angle tubérositaire et l'angle de l'épaule. Puis on va voir, est-ce qu'il y a dans la radiographie standard les calcifications. Par exemple, ici, vous avez une nette calcification ici. Donc là, il y a une calcification, voire la prise en charge vis-à-vis de cette calcification change. Alors, après, vous avez donc le type d'acromion. Après, le reste, il y a l'échographie qui est actuellement d'un apport important, mais attention, elle doit être couplée à la clinique. On ne va pas maintenant faire l'échographie et revenir. Peut-être avec l'examen clinique, je peux faire passer la sonde et on peut voir, et tout en sachant qu'il y a 50% de faux négatifs et de faux positifs parce qu'il est opérateur dépendant. Alors, après, vous avez les éléments de diagnostic, de traitement, sauf l'arthroscanner qui est en train maintenant de se mettre en IRM. Et donc, il va nous préciser la lésion et surtout, il va nous préciser la dégénérescence graisseuse. Alors, si un patient pour douleur de l'épaule vous dit ça fait 3 semaines, ça fait 4 semaines, et on trouve par exemple une digeste type 3 ou 4 de Gouttali, eh bien, ça c'est la pathologie qui remonte à plus d'une année. Pas un muscle qui va dégénérer en graisse sur 3 semaines et 4 semaines. Ça, voilà, donc le diagnostic, après, on va voir, donc le diagnostic
doit être, comme j'ai dit, il doit être vraiment petit à petit, et il faut faire mener le malade à son diagnostic. C'est ça, il faut faire mener le malade à son diagnostic pour qu'il adhère au traitement par la suite. Alors maintenant, devant cette forme douloureuse, ou le tableau douloureux qui est le plus fréquent, et qui est d'ailleurs le plus difficile à diagnostiquer, nous avons d'autres formes cliniques sur lesquelles on peut... Il y a les tendinopathies non rompues, les tendinites calcifiantes, puis il y a les tendinopathies rompues, c'est-à-dire il y a rupture. Alors ça donne le tableau de l'épaule pseudo-paralytique dont on a parlé. Souvent, il peut survenir à la suite d'un traumatisme. C'est-à-dire le patient, il nous dit, voilà, je suis tombé sur l'épaule et du coup, après, je ne peux pas faire l'abduction, c'est difficile de faire l'abduction. Puis, vous avez dans ce tableau-là, généralement, la douleur, elle est minime. Pourquoi elle est minime? Parce que le patient ne fait pas d'effort, tout simplement. Il a une rupture, et donc il fait un mouvement dans le possible, et donc il y a la diminution de la douleur. La forme épéralgique, donc c'est également, on peut la voir, et surtout, on va la voir dans ces formes calcifiantes. Lorsqu'on a des calcifications dans le tendon, et ces calcifications, elles s'inflamment, elles font des épisodes inflammatoires, et donc ça peut donner des formes épéralgiques. L'épaule bloquée, l'autre, c'est un patient, souvent un sujet âgé, et donc c'est un patient qui a avec une épaule raide dans tous les sens, l'abduction, rotation interne, rotation externe. Et donc, ça, c'est un grand problème de l'épaule raide dans la coiffe du rotateur. Voilà. Alors, maintenant, comment traiter? Voilà, pardon, je pense le diagnostic différentiel. Voilà. Deuxième étape de la prise en charge de la coiffe du rotateur, c'est d'énumérer cette liste et d'éliminer, parce que le patient est bien dans un tableau. Et bien, dans ce tableau, il faut inclure beaucoup de causes de douleur de l'épaule, soit de douleur de passage, soit de douleur d'origine. Alors, vous avez par exemple les douleurs de passage, c'est l'névralgie cervico-brachiale. Un patient a un problème cervical, il fait une cervico-brachialgie, et lui, il concentre sa douleur sur l'épaule. Donc, il faut éliminer les névralgies cervico-brachiales. Puis, vous avez les épisodes d'instabilité également. Les épaules, ce qu'on appelle des épaules instables, douloureuses. Donc, il a des instabilités, il fait des petites instabilités, mais parfois, elles se traduisent par la douleur. Il y a le problème de l'algodystrophie. Ça, c'est un grand problème qui se pose, c'est une douleur, une épaule algodystrophique, et c'est des douleurs qui, également inflammatoires par épisode, il évolue en fonction de traitement et tout. Alors, il y a les lésions du plexus brachial également, donc ça rejoint un petit peu ici, mais seulement ici d'autres causes. Il y a la pathologie traumatique, des patients qui font des traumatismes à répétition, ils font un traumatisme, ils l'oublient, et donc ils vont garder cette douleur au niveau de l'épaule. Puis il y a la capsulite rétractile d'autres origines au niveau de l'épaule, donc il faut l'éliminer. Donc là, ça va demander un travail. Je pense, à mon avis, que tout le travail est ici, c'est d'éliminer ces éléments-là. Donc, quand on a éliminé ça, ça reste la coiffe, donc il n'y a pas beaucoup de travail à faire. Alors, maintenant, comment se fait la prise en charge ou le traitement, parce que la prise en charge déjà démarré par le diagnostic. Il y a donc le but, c'est de récupérer la fonction de l'épaule. Alors, les principes, c'est ce qu'on a dit. D'abord, le diagnostic correct, c'est-à-dire de faire les tests, d'accorder à chaque muscle la lésion, puis d'éliminer les diagnostics différentiels, les indications, ça c'est très important. Quand est-ce qu'on va parler au malade de traitement médical, de traitement fonctionnel, de traitement chirurgical, est-ce qu'il faut le parler d'emblée ou bien le faire avancer petit à petit. Puis il y a le problème technique, que ce soit de rééducation ou chirurgical. Voilà, donc c'est la méthode.
Et médical, toujours. Donc, on ne peut pas d'emblée, on va faire un examen, on va vous donner, bon, il a mal, il a hyper mal, il ne peut pas faire les mouvements, et donc on va faire le bilan pour vous opérer. Donc, toujours, on commence par le traitement médical et on commence par le repos. Donc, le repos avec les médicaments, les antalgiques et surtout les anti-inflammatoires, il faut qu'ils soient de courte durée. Parce que si on a une tendinite ou une rupture partielle et on veut qu'il cicatrise, il ne faut pas avoir ou donner des anti-inflammatoires. Donc, il ne faut pas qu'on dépasse 6 jours, la semaine d'anti-inflammatoires. Sinon, ils vont bloquer la cicatrisation. Les infiltrations, là, je demande à ne pas les faire le plus souvent. On peut les faire une infiltration. Et il faut bien la faire dans la bourse et non pas dans le tendon parce qu'on risque d'avoir complété une rupture. Donc, il faut vraiment choisir la bourse et la mettre dans la bourse pour réduire l'inflammation. Alors, les nouveautés ou le progrès, c'est maintenant ce qu'on attend du futur, c'est la PRP. On n'a pas encore de série, on n'a pas encore d'études vraiment académiques et pour parler des résultats. Et également, il y a la venue des cellules souches. Siboukrine, tout à l'heure, vous a parlé des cellules souches dans les séquelles des brûlures, dans les brûlures et tout. Donc, il y a les cellules souches. Puis, vous avez la rééducation. Et souvent, la rééducation doit obéir à la condition refroidir d'abord la douleur. Parce que quand on travaille, on fait la rééducation dans la douleur, eh bien, on va augmenter l'inflammation. Protocole spécifique dans et dans l'éducation et dans la réalisation, ça c'est l'affaire des kinés. Voilà, pardon, on a pas encore, pourquoi ça saute? Ça saute, hein, oui. Parfois, méthode, moi je suis là et ça, méthode, donc j'avance. Ah, voilà, ça va sauter. Bien, oui, ça prend du temps. Voilà. Donc, après le médical, on a la chirurgie. Alors, la chirurgie a connu dans la coiffe du rotateur un essor considérable, aussi bien sur le plan indication, parce qu'avant, on ne les opérait pas, c'est difficile, c'est le traitement médical. Donc, on a commencé à les opérer à ciel ouvert, mais il y a l'arthroscopie qui a renversé la donne. Et actuellement, il y a l'arthroscopie, c'est-à-dire la chirurgie à foyer fermé. Et cette arthroscopie, l'avantage par rapport au ciel ouvert, c'est qu'on peut faire l'exploration de toute l'articulation, on peut chercher d'autres causes de lésions. Au lieu d'avoir dans le ciel ouvert, on va directement vers la lésion et on peut oublier d'autres éléments. Alors, le geste commun dans l'arthroscopie ou dans la chirurgie, c'est de faire ce qu'on appelle l'acromioplastie, bursectomie, débridement. C'est quoi l'acromioplastie? On avons parlé tout à l'heure du carrefour. Et donc, ce carrefour ici, voilà, le carrefour, vous avez les tendons ici suturés et vous avez ce carrefour. Parfois, il est réduit. Et donc, il faut aller l'élargir. On l'élargit d'en haut. C'est-à-dire qu'il faut agir sur l'acromio, il faut l'amincir et enlever ce qui est exostose, ce qui est anomalie. Comme ça, on élargit le trou de passage, de glissement dans le carrefour. Puis, on fait ce qu'on appelle la bursectomie. Vous vous rappelez de la bourse qui est inflammée, il faut l'enlever. Cette bourse, elle est dans 80% des cas de l'origine de la douleur. On enlève, ça y est. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait l'infiltration, il faut la faire dans la bourse pour diminuer la douleur. Puis le débridement, c'est enlever tout ce qui est séquelles de lésions au niveau tendineuse, au niveau bursal, au niveau de l'acromion. Alors après, vous avez, en fonction de ce qu'on avait eu de forme clinique, dans les tendinopathies, par exemple, rompues, on fait une suture du tendon. On fait comme ici, on fait une réinsertion transosseuse. On peut parfois, lorsqu'il y a la perte de substance tendineuse, on fait ce qu'on appelle le lombomusculaire.
au dépend du deltoïde, au dépend des muscles trapèzes, ou bien on fait l'avancement des muscles sous-épineux et sous-épineux. Donc, tout ça, c'est un peu complexe. Le transfert tendineux, et dans le cas, on peut faire, par exemple, la prothèse. On peut remplacer, dans le cas de la coiffe ancienne, on peut remplacer l'articulation par ce qu'on appelle actuellement, c'est la prothèse inversée. Donc, je n'ai pas détaillé parce que il faut des indications précises. Voilà, alors les indications dans les tendinopathies non rompues, que ce soit calcifiées ou non calcifiées. Alors, une chose importante, c'est que dans les tendinopathies calcifiées, il ne faut pas précipiter, le chirurgien dit, il ne faut pas se précipiter sur l'intervention. Parce que avec le repos, avec le traitement, il disparaître. Et ça, il faut savoir ça. On peut avoir la fissification, comme on a dit tout à l'heure, la calcification, elle peut disparaître avec le traitement. Alors, dans les non rompus, il y a le traitement médical, bien sûr, ce qu'on a vu, puis l'arthroscopie fait le geste à minima. C'est l'acromioplastie, le débridement, et donc on nettoie un petit peu le climat inflammatoire et la cause de l'inflammation qui est le conflit. Puis, dans les tendinopathies rompues, il faut toujours commencer par un traitement médical en fonction, donc pour réduire l'inflammation. Puis, l'arthroscopie, on peut faire l'acromioplastie débridement lorsqu'on a un tendon partiellement rompu. Puis, si le tendon est complètement rompu, on fait la réparation, c'est-à-dire la rupture. Dans la rupture massive, on fait une réparation. Et dans la rupture massive irréparable, le tendon, on ne peut pas le réparer. Il y a l'indication de la prothèse. Je vous dis, je n'ai pas détaillé la prothèse parce que les indications vraiment sont pointues. Alors, l'évolution. Vous voyez que si on prend en charge correctement ces coiffes de rotateurs dès le début, surtout si le diagnostic est fait précocement et le malade a été amené dans son protocole thérapeutique, 90% on a la guérison. Donc le malade, il peut revenir à son travail, il peut donc vivre normalement. Par contre, on peut avoir des échecs cliniques, la douleur qui reste chronique, la récidive, les raideurs de l'épaule, et le manque de force, c'est-à-dire qu'on a toujours, et surtout lorsqu'il y a une mauvaise indication de réparation, on a une dégénérescence graisseuse musculaire à 5 et on suture le tendon. Ça ne va pas donner de résultat. Il faut demander d'emblée au malade que vous avez une dégénérescence à 5, tout le muscle est devenu graisse, donc vous n'avez pas besoin d'intervention, de réparation. Donc là, c'est le... Puis, il y a à partir de l'échec clinique, ça vous le savez, il y a l'échec socio-professionnel. Le malade rentre dans une bulle psychologique, de dépression et de douleur chronique. Voilà, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que vous voyez la fréquence de cette pathologie et seulement il faut vraiment la prendre en charge précocement en faisant un bon diagnostic. Puis, il y a le progrès considérable de la technologie et également scientifique sur le plan anatomique, sur le plan fonctionnel, sur le plan physiologique de Paul, qui a amélioré la prise en charge. Et je pense que le facteur plus important, c'est la multidisciplinarité de la prise en charge. C'est toujours, il faut se concerter autour de cette pathologie parce que vraiment, il est complexe. Même on est spécialiste, on peut passer à côté de beaucoup de choses si on ne se concerte pas avec le rhumatologue, avec le rééducateur, avec tous les partenaires donc, autour de l'articulation de l'épaule. Et je vous remercie. C'était un excellent cours, détaillé. La plupart du temps, on a des douleurs de l'épaule, des algies atroces. On est confronté même à des douleurs de l'épaule chroniques quand on n'arrive pas à réveiller. Mais comme vous avez expliqué, c'est à 90% un diagnostic clinique début, ça résout le problème. On vous remercie infiniment. C'était clair et net. Des questions? S'il vous plaît, merci pour votre présentation.
quelles sont les indications en cas de capsulite? Est-ce qu'on peut faire quelque chose ou c'est durable? Oui, alors la capsulite, c'est un grand problème. C'est une belle question. Alors, la capsulite, c'est la raideur. Et comme on sait que l'épaule, c'est une articulation molle. Donc, avant de s'engager avec le malade dans n'importe quel traitement, il faut d'abord faire une rééducation douce, c'est-à-dire assouplir la capsulite. Puis, par la suite, dans un deuxième temps, peut-être on va chercher la cause de la capsulite et on peut aller faire une arthroscopie, donc ce qu'on appelle les débridements. C'est ce que j'ai dit, débridement. C'est-à-dire, avec l'arthroscopie, on peut libérer tout ce qui colle. On avait l'inflammation, ça permet le collage de la bourse avec les tendons et tout. Et donc, on va libérer. Et en libérant, sous anesthésie générale, on mousse également l'épaule. Donc, on commence par une rééducation douce sous anti-inflammatoire pour permettre d'arriver à un point où il faut passer au débridement chirurgical. Oui. Oui, c'est Dr. Harash. Merci, professeur Rafahi, pour votre présentation. Il était aussi clair et bien ciblé pour ce qu'il faut pour un médecin généraliste. Mais s'il vous plaît, une question, est-ce qu'une idée sur la prévalence de cette pathologie et la différence entre au niveau des sexes féminins ou masculins, et est-ce qu'il y a certains métiers ou bien certaines habitudes dans la vie quotidienne qui engendrent beaucoup plus cette pathologie et des pathologies chroniques aussi comme le diabète? Merci, Madame Raj. Donc, je ne voulais pas rentrer dans les détails, l'épidémiologie et tout, parce que l'essentiel, c'est… Alors, effectivement, il y a l'âge, peut-être j'ai mentionné, l'âge, c'est aux alentours de 45-50 ans, et à partir de 45 ans. Et plus on monte dans l'âge, plus les choses se compliquent. Normalement, ce sont les femmes qui sont plus disposés à faire cette pathologie par rapport aux hommes sur le plan sexe. Puis sur le plan professionnel, il y a, c'est pas que shqa, il y a des professions qui exposantes, exactement. C'est la sollicitation, on revient à la physiopathologie. C'est toutes les professions qui font travailler la main au-dessus de l'épaule. Alors imaginez que vous avez un carrefour et vous travaillez par exemple les enseignants, par exemple les peintres, par exemple d'autres professions. Alors, vous travaillez pendant 1 heure ou une demi-heure chaque jour, ou, chaque jour, c'est pas chaque jour, c'est plus. Et imaginez que vous avez un tendon sous-épineux, vous travaillez comme ça, il est comprimé. On revient à la vascularisation tendineuse, déjà la vascularisation physiologique, il est précaire. Et quand vous faites ça, vous augmentez l'hypoxie. Et donc, ça expose à la rupture, à la tendinite, à l'inflammation, à la douleur. Oui, exactement. Le diabète, la même chose, les antécédents. Ça, vraiment, c'est une cause… vraiment, j'ai pas… parce que ce sont des choses qui, dans l'épidémiologie, qui causent plusieurs maladies. C'est pourquoi je n'ai pas parlé. Mais le diabète, ça permet également de combler le tunnel et d'infiltrer les bourses. Et donc, cette infiltration et comblement du tunnel, ça permet de faire travailler la même chose, le tendon, dans des conditions durables. Bon, c'est que le syndrome canalaire nerveux, les nerfs. Voilà. Voilà, exactement, les inflammatoires. Ça, oui. Merci à mon tour de voix, merci pour cette excellente présentation. J'ai une question toute simple. Au sujet de… On a toujours peur du simple. Ah oui. Non, juste pour la place de l'exercice physique dans la prise en charge des tendinopathies non rompues à leur début. L'exercice physique, vous parlez de la rééducation, ou le sport. Oui. Le sport. Quel exercice physique? Oui, le sport. Le sport, il faut, je dis, il y a le repos. J'ai insisté sur le repos. C'est-à-dire, il faut arrêter le sport à un certain moment, jusqu'à de passer, si on passe à la rééducation, de passer d'abord par la rééducation pour faire réhabiliter le muscle. Et par la suite, on peut revenir. On peut revenir à notre sport. Du même niveau, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a des exercices particuliers à pratiquer Non, seulement il faut aller progressivement. Par exemple, quand on a la coiffe, il ne faut pas commencer d'emblée par l'abduction. Donc, on commence d'abord par les mouvements pendulaires.
c'est-à-dire on fait travailler les muscles dans des conditions de vascularisation normale, lorsque la main est au-dessous, et on vascularise le tendon. Comme ça, le tendon, il va cicatriser s'il est au début, s'il n'est pas au début. Puis par la suite, on va petit à petit. Donc, on va aller vers l'abduction. C'est la progressivité des choses qui fait que le traitement aboutit, le traitement arrive à la réussite. Merci beaucoup et ça fait grand plaisir d'être avec la chasse. Et merci, Madame Nadia. Alors, je crois que c'est l'heure de déjeuner. On est fatigué. Une question. Oui, les indications de la prothèse. Alors, les indications de la prothèse, vous avez deux grandes indications. Alors, coiffe sans arthrose, ce qu'on appelle la coiffe irréparable. On ne peut pas, vous avez une grande perte substance tendineuse, vous avez une coiffe massive, vous avez les trois tendons rompus, même si on va les réparer, ils ne vont pas fonctionner. Donc là, on a l'indication à la prothèse. Deuxièmement, l'autre indication qui est évidente, c'est quand une coiffe qui est ancienne avec homarthrose. Homarthrose, donc excentrée, donc d'emblée, ça c'est le sujet âgé, généralement vers 60 ans, 65 ans et tout. Et donc vous avez une homarthrose et avec une coiffe complètement rompue, c'est la prothèse. Donc coiffe sans arthrose, c'est la coiffe irréparable, c'est la coiffe non fonctionnelle, on ne peut pas la suturer. Et on sait que si on suture, on ne va pas avoir de résultat. Donc il faut passer à la prothèse. Et là, bien sûr, l'homarthrose sur coiffe, voilà. 100% de guérison. La prothèse? Ah non. Ah non. Non, il n'y a pas même pas donc dans la prothèse. Maintenant, on parle de l'inversé, c'est-à-dire cette prothèse inversée, pour que vous le sachiez, cette prothèse inversée, c'est un remplacement de l'articulation et en même temps, sur le plan de la conception, il prend la place de la coiffe. C'est comme une prothèse coiffe. Dans la prothèse, dans la conception, il y a la prothèse et les coiffes. Parce que la coiffe, on l'a négligée. Donc, on met cette prothèse. Donc, la guérison, ça dépend du patient, ça dépend de la technique, ça dépend du stade. Voilà, donc il y a plusieurs. Donc, généralement, quand on arrive au stade ultime d'une maladie, il ne faut pas compter sur plus de 60% de réponse. Hein. Voilà. La réponse est prête. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Madame Nabiet.